Fresh Morning. Fresh Morning. 4.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment va ce matin? Ça va très bien. On parle de quoi? Ce matin, nous allons nous intéresser à la situation qui a lieu en Birmanie. La Birmanie, c'est un État situé en Afrique, en Asie du Sud-Est, pardon. C'est sur le plan insulaire l'État le plus peuplé après un peu la Chine et l'Inde. C'est un pays peuplé de 53 millions d'habitants. Alors, la Birmanie, évidemment, c'est aussi le pays de Aung San Suu Kyi, si vous la connaissez, prix Nobel de la paix en 1991, qui avait connu près de 10 années de prison à la suite des élections des premières élections libres organisées dans ce pays en 1992. Et puis, elle avait connu également 10 années, elle avait été libérée au début des années 2000, avant de passer 10 années quand même en résidence surveillée chez elle à Rangoon, l'ancienne capitale politique. Et donc, depuis 2011, elle avait pris la tête du premier gouvernement, enfin l'un des rares gouvernements civils de ce pays, à la suite d'accords qui avaient été négociés sous l'égide des États-Unis à l'époque sous l'administration Obama, avec évidemment Pékin et l'armée birmane qui a toujours occupé, qui possédait le pouvoir, qui détenait le pouvoir, pardon, c'était l'expression que je cherchais, depuis près d'un demi-siècle. Et donc, en 2011, il va y avoir le premier gouvernement civil à l'issue d'élections générales. Et puis en 2015, il va y avoir les premières élections véritablement libres dans ce pays-là. Ces élections-là avaient renforcé évidemment la position de la Ligue nationale pour la démocratie, qui est le parti d'Aung San Suu Kyi, qui avait remporté la majorité des sièges. Et puis évidemment, ce Parlement devait être remplacé à l'issue des élections qui se sont déroulées en novembre 2020. Ces élections-là sont passées un peu sous les radars de la communauté internationale à cause évidemment de ce qui s'est passé aux États-Unis, puisqu'au même moment il y avait aussi des élections présidentielles. Et puis là-bas, ces élections-là ont vu encore, cette fois de plus, la position de la Ligue nationale pour la démocratie se renforcer davantage, puisqu'ils avaient remporté 4/5 des sièges, donc près de 75% des sièges qui étaient mis en jeu. Et le grand perdant, évidemment, de ces élections législatives-là, c'était le parti qui représentait l'armée. C'était en quelque sorte le visage de l'armée, le visage politique de l'armée, qui avait vu sa position de 2015 encore rétrécie, puisqu'il n'avait obtenu moins d'un tiers des sièges, soit à peu près 36% de postes de députés. Et donc, depuis le mois de novembre, l'armée ne cessait de dénoncer, selon elle, des fraudes massives qui auraient été organisées par, évidemment, les partisans de la Ligue nationale pour la démocratie, et elle demandait justement au gouvernement qui était en charge de l'organisation de ces élections-là, de revoir ses copies. Et l'une des exigences notamment qu'elle avait demandé au gouvernement, c'était de publier toutes les listes électorales et les mettre à sa disposition afin qu'elle puisse vérifier une par une, évidemment, l'authenticité des personnes qui ont voté et mettre au jour ces allégations de fraude massive. Alors donc depuis des mois, depuis des semaines, l'administration, donc la commission en charge des élections, qui est dirigée également par le gouvernement, avait toujours refusé de satisfaire cette injonction de la part des militaires. Et donc la nouvelle législature qui devait commencer leur activité hier, qui devait ouvrir leur première session ordinaire hier, a été coupée net, puisque dans la nuit de dimanche à lundi très tôt, lundi 1er février, donc hier, l'armée a décidé de mettre un terme, disons, au processus démocratique qui avait été engagé en 2011. Je préfère dire mettre un terme, parce qu'en réalité, il ne s'agit pas d'un coup d'État, parce que dire qu'en Birmanie, il y a eu un coup d'État, ça veut donc dire que les militaires se sont emparés du pouvoir, de la totalité du pouvoir. Non, je ne pense pas. Depuis 50 ans, jusqu'en 2011, les militaires ont toujours géré la totalité, ont toujours détenu la totalité du pouvoir. À l'issue des négociations qui avaient commencé en 2008, comme je l'ai dit, sous l'égide de l'administration Obama, les négociations entre les militaires et Aung San Suu Kyi, qui était la principale figure de l'opposition politique au régime militaire de Rangoon, ils sont parvenus à un accord. Et donc, dans cet accord, l'armée n'avait pas cédé le pouvoir
aux civils, l'armée avait cédé une partie du pouvoir qu'elle détenait aux civils. Elle avait toujours gardé la main mise sur le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, la gestion des frontières, et elle n'avait aucun compte à rendre au gouvernement pour ce qui concerne la gestion des minorités. Il ne faut pas oublier qu'en 2017, l'une des minorités musulmanes de la Birmanie, qu'on appelle les Rohingyas, avait fait l'objet de répressions sévères qui avaient entraîné la fuite de plus de 750 000 Rohingyas, notamment du côté du Bangladesh voisin. Et donc, depuis lors, la communauté internationale n'avait de cesse de fustiger d'un côté le mutisme d'Aung San Suu Kyi, qui n'a jamais condamné les militaires pour cette gestion catastrophique-là de la question des Rohingyas, et les militaires n'ont jamais estimé qu'il s'agissait de violations des droits de l'homme, mais eux, ils ont toujours donné comme argument que les milices qu'ils poursuivaient là sont en fait des milices armées qui veulent porter atteinte, si tu veux, à la stabilité du pays. Et donc, à ce titre, l'armée est tout à fait dans son rôle de lutter contre toute forme de groupuscules armés qui voudraient porter atteinte à l'unité et à la stabilité de l'État birman. Et donc, depuis lors, le général Min Aung Hlaing, qui était devenu le chef d'état-major et donc l'homme fort de Birmanie à l'issue de 2011, qui s'était dans un premier temps toujours targué d'avoir été le militaire qui aura permis cette transition de pouvoir partielle certes, mais transition quand même entre des militaires et des civils, va devenir, à partir de 2007 et à la suite justement de l'affaire des Rohingyas, devenir un paria de la communauté internationale, qui va lui reprocher justement la trop grande violence et la trop grande fermeté qu'il aura de cesse de déployer vis-à-vis de ces minorités-là. Et donc lui, en quelque sorte, va donc décider essayer de se refaire une santé sur le plan de la politique intérieure, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en juillet prochain, il devrait normalement partir à la retraite puisqu'il a 65 ans. Et donc, lui qui n'avait jamais caché d'avoir des ambitions politiques, comptait énormément sur les élections législatives de novembre pour se refaire une santé politique, donc acquérir un certain positionnement de par le nombre de sièges que le parti pro-junte militaire aurait obtenu. Et ce plan-là est en quelque sorte tombé à l'eau, puisque évidemment le nombre de sièges que ce parti a récolté est au final très loin de ce qu'il avait espéré. Et donc, avec la majorité aussi absolue que la Ligue nationale pour la démocratie a obtenue, ils auraient eu la possibilité de modifier la constitution de 2008. Cette constitution de 2008 qui a été la base à partir de laquelle le gouvernement de 2011 avait été mis en place. Dans cette constitution de 2011, comme je l'ai dit, l'armée concède une grande partie de pouvoir. Ils ont d'abord droit à 25% des sièges des députés. Ils possèdent une minorité de blocage au niveau du Parlement. Ils ont la main mise sur le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur et la gestion des frontières. Et évidemment, n'ont absolument aucun compte à rendre à un gouvernement civil. Donc ça, ce sont évidemment des clauses qui sont contenues, ce sont des articles, ce sont des dispositions qui sont contenues dans la Constitution de 2008, et avec ce pouvoir renforcé grâce à sa victoire écrasante de novembre dernier, Aung San Suu Kyi et ses partisans auraient eu la possibilité légale de pouvoir modifier cette Constitution de 2008, et donc pour l'armée, cela représentait également un risque supplémentaire de voir notamment leur pouvoir une fois de plus réduit. Je ne dirais pas réduit à néant, mais évidemment il y avait un risque pour eux, pour l'armée, de perdre encore des positions au sein de l'échiquier politique national. Et ça, évidemment, cela ne pouvait pas passer. Et donc Han Min Lo, qui est le chef d'état-major, au regard de la situation, aussi bien sa situation personnelle que de celle de la position de la situation de l'armée au sortir de ces élections de novembre dernier, n'a pas pu, selon lui, voir autrement que de préférer revenir à un statu quo, revenir à la situation d'avant 2011, c'est-à-dire pour l'armée de reprendre la main sur la totalité du pouvoir, sur la totalité du gouvernement, la totalité des ministères. Et donc c'est ce qui s'est passé hier. C'est une prise de pouvoir qui s'est faite sans effusion de sang. L'armée a évidemment bloqué les principaux accès à Naypyidaw, qui est la nouvelle capitale politique, et Rangoon,
les voies d'accès dans ces deux villes-là. Les principaux carrefours ont été évidemment envahis par l'armée avec des chars et des hommes armés qui filtrent évidemment les entrées et les sorties. Durant toute la journée d'hier, tout ce qui concernait les télécommunications, l'Internet et tout ça avait été coupé, même la télévision et la radio. Et puis tout a été rétabli aux alentours de 17h, après que l'armée, sur leur chaîne, parce qu'ils ont leur propre chaîne, l'armée birmane, ils ont lu un communiqué dans lequel ils disaient qu'ils reprenaient le pouvoir, qu'ils instauraient un état d'urgence. Mais c'est écrit dans la constitution birmane que quand ça ne va pas, l'armée reprend le pouvoir. Oui, c'est aussi, ce n'est pas totalement illégal. Ils ont dit que c'est une procédure constitutionnelle. Mais pour eux, ils ont estimé que la procédure, c'est une procédure constitutionnelle, comme tu le dis, qui est légale, mais ils ont donné comme argument que, évidemment, il valait que, si tu veux, la stabilité de la Birmanie était menacée du fait de la non prise en compte de certaines allégations que l'armée avait énoncées. Et donc, pour eux, il fallait déjà remettre de l'ordre dans le pays pour éviter que celui-ci ne s'effondre et ne perde sa stabilité. Et donc, ils ont décidé de déclarer l'état d'urgence pour une durée de 1 an. Et à l'issue de cet état d'urgence-là, de nouvelles élections libres et transparentes, selon leurs propos, seront organisées et donc un nouveau gouvernement sera mis en place. Alors, pour ce qui concerne évidemment Aung San Suu Kyi et l'ensemble de ses partisans, cette dernière a été arrêtée et transférée évidemment dans un lieu tenu secret à Naypyidaw. La même chose pour le président birman également, qui a lui aussi été arrêté. On sait également que certains hauts cadres de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti de Aung San Suu Kyi, ont fait aussi l'objet d'arrestation. Maintenant, évidemment, reste à savoir quel avenir se présente pour Aung San Suu Kyi. Est-ce qu'elle va retourner, est-ce qu'elle va demeurer encore en prison pour une longue période? Est-ce qu'elle sera assignée à résidence surveillée? Évidemment, ce sont les deux scénarios qui semblent les plus probables, mais la communauté internationale, en tête desquelles les États-Unis, semble-t-il, ont demandé que celle-ci soit libérée immédiatement et que les résultats des urnes de novembre dernier soient évidemment ces résultats-là qui soient respectés et que, si tu veux, un gouvernement civil reprenne la tête de la Birmanie. Mais il est clair qu'au regard de la situation actuelle, les généraux birmans n'aient pas du tout l'intention de respecter, si tu veux, les injonctions des Nations Unies ou des États-Unis d'Amérique, d'autant plus que la Birmanie est un pays qui est relativement fermé sur lui-même, qui est très proche de la Chine. On sait que la plupart des généraux birmans sont proches du Parti communiste chinois et proches des autorités chinoises. La Chine n'a pas condamné le coup d'État, elle a plutôt, dans son communiqué officiel, demandé à ce que les deux partis, c'est-à-dire les généraux et les civils, puissent s'asseoir et discuter sur une issue qui soit pacifique, en tenant compte bien entendu de la constitution en vigueur birmane. Mais en gros, diplomatiquement, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, ça on comprend aussi, puisque pour la Chine, le régime qui est en train de se remettre en place en Birmanie, c'est un régime qui est en réalité qui est véritablement calqué sur le modèle chinois actuel, où il faut également le dire, la liberté d'expression, les droits de l'homme ne sont pas véritablement une priorité. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il y a déjà un rapprochement, et ça depuis de longue date, entre les généraux, entre l'armée birmane, les hommes à la tête de l'armée birmane et le gouvernement de Pékin, et cette situation va être, à mon avis, renforcée. Et donc, pour cela, ils n'ont absolument rien à craindre, même si la Birmanie, sur le plan économique, comme la plupart des pays du monde entier, sont frappés de plein fouet par la crise économique liée à la pandémie du Covid-19, mais il est clair qu'avec le voisin chinois comme allié indéfectible, ceux-ci n'ont rien à craindre quant à leur futur proche. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la situation en Birmanie ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Luda Fresh Morning.